Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h en temps universel. Lancé en 2006 sous le gouvernement Inoni, avec la pression des bailleurs de fonds internationaux, l'opération Épervier est une opération judiciaire menée dans le cadre de la lutte anticorruption au Cameroun. Les principales victimes se recrutent parmi les hauts cadres des dirigeants d'entreprises publiques ainsi que les membres du gouvernement. Les faits tournent autour des détournements de deniers publics ou encore de malversations dans la gestion des entreprises. Condamnés pour la plupart après plusieurs années de détention, leur peine privative de liberté oscille entre 15 ans et la perpétuité. Certains parmi eux ont bénéficié d'un arrêt de poursuite après remboursement du corps du délit. D'autres sont depuis quelque temps acquittés. Quid de ceux qui, depuis des années, bénéficient d'évacuation sanitaire? Opération Épervier, 17 ans après, que retenir? C'est le fait du jour, madame, monsieur. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Pierre-Emmanuel Bignam du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonsoir Pierre, bienvenue. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir qui sont fidèles à cette émission qui continue à éclairer la lanterne des Camerounais. Et un bonsoir particulier à Maître Fabien Keigné qui a eu la vie sauvée hier à la suite de son l'enlèvement dont il a été victime. Le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, à travers le président Maurice Kamto, dans sa sortie qui a été rendue publique cet après-midi, condamne avec la dernière énergie cet autre acte odieux des éléments de la CEMI qui contribuent davantage à ternir l'image de notre pays et amène les Camerounais à se poser davantage de questions sur quelles sont véritablement leurs missions au quotidien. Parce que nous nous rappelons qu'il y a quelques mois dans notre pays, les éléments de la DGRE ont été impliqués dans un enlèvement qui a causé la mort par suite d'un assassinat odieux de notre frère, ami Martinez Zogo, paix à son âme, et que quelques mois plus tard, les éléments de la sécurité militaire continuent à poser de tels actes. Le MSC condamne avec la dernière énergie cet acte odieux et demande au ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense d'apporter toute la lumière dans cet autre acte odieux, cet autre acte qui davantage dégrade l'image de notre pays auprès de l'opinion publique nationale et internationale en matière de privation des libertés individuelles et collectives. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai fait un geste de fermer la bouche. Ils veulent nous faire la boucler. Ils ne veulent plus qu'on parle. Ils ne veulent plus qu'on dénonce. Ils veulent nous empêcher même de partager notre projet de gouvernance aux Camerounais au quotidien. Ils veulent qu'on la ferme. Mais nous n'allons pas la fermer. Nous n'allons pas reculer. J'encourage tous les communicants du MRC, de tous les partis politiques, même du RDPC, à ne pas se sentir intimidés, à continuer à venir assister à leurs émissions, participer à leurs émissions, que ce soit Equinox et dans toutes les chaînes de télé et radio du Cameroun. Parce que la liberté d'expression et d'opinion est inscrite dans notre loi fondamentale. Et c'est un droit inaliénable qui est reconnu dans la Charte universelle des droits de l'homme. Donc nous n'allons pas la boucler. Nous allons continuer à parler, à dénoncer, à partager notre opinion, même si elle ne leur plaît pas.
Donc voilà ce que j'avais à dire. Voilà, merci Pierre-Emmanuel Biam. Bonsoir Charles Elisa. Bonsoir, c'est Jean Autour. Bienvenue. Hein? Non, c'est le RDPC qui vous remercie une fois de plus de lui avoir fait l'honneur de l'inviter à cette tribune. Je vais joindre ma parole à celle de Pierre-Emmanuel Biam, mais pas comme il l'a fait. Il lui fait comprendre que Equinox n'a aucun problème avec la CEMIL. Le MRC n'a aucun problème avec la CEMIL. Tout autant que Zang aurait des problèmes à la gendarmerie, ce n'est pas le RDPC. Encore moins Equinox, même si je sors d'Equinox et que la gendarmerie me prenne. Ce pourquoi nous devons lutter, c'est le fait que les procédures de prise des individus soient respectées dans notre pays. Et là, le RDPC vous suit. Mais, dans l'instrumentalisation, de faire croire qu'on veut faire taire les gens, alors là, non. Notre président national et le président de la République de avait dit nul n'a plus le droit de prendre le maquis pour s'exprimer. Je pense que tout ce qu'il peut vous dire, c'est que quand la lumière sera faite, on saura ce qui a été reproché à mon grand frère, Maître Kenyé, mais n'allons pas vite en besogne. Ce n'est ni le MSC, ni Equinox, encore moins les partis politiques. Les individus ont maille avec la justice, ils doivent répondre. Mais dans la solidarité qu'est la nôtre, nous qui venons dans la communication, vont être plus ou moins solidaires, mais n'allons pas vite à bord. Ne jouons pas la musique plus que les battements du maître chanteur. Bonsoir à tout le monde. Voilà, merci. Bonsoir, Maître Achille Lodjo. Bonsoir mon cher, bonsoir au co-panel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Je salue également toutes les populations de Douala 2e, toutes les populations de Bazou. Je profite également de cette tribune à mon nom personnel en attendant bien sûr une réaction plus ferme de mon parti politique pour dire que nous dénonçons avec une énergie assez appuyée cet enlèvement du confrère aîné, Maître Fabien Kenyé. Il faut dire que nous nous offusquons de cette façon de faire, pas pour dire que X ou Y serait au-dessus de la loi, que non, mais pour dire que dans un État qui se clame être un État de droit, il est de bon ton que les règles, les procédures en la matière soient au minimum observées. Car, voyez-vous, en matière d'arrestation, le code de procédure pénale est assez clair et a prescrit tous les carnevants pour pouvoir interpeller un individu, fût-il un avocat. Donc, là-dessus, nous exprimons notre désapprobation et pensons que les communicants de tous bords forment désormais une communauté et nous allons désormais également être solidaires vis-à-vis d'un des nôtres qui sort d'une émission et qui se sent interpellé. Si c'est dans si la maille appartient avec la justice, il y a des couloirs, il y a des procédures qu'il faut respecter. Vous, le militaire, vous, le gendarme, qui venez avec autant de zèle appréhender de cette façon un avocat, mais sachez que quand vous êtes devant les barreaux, quand vous êtes devant les institutions internes de votre corporation, c'est toujours l'avocat qui vous défend. Allez au tribunal militaire, vous allez voir autant de militaires, autant de gendarmes qui y sont traduits, que ce soit en matière délictuelle ou je dis correctionnelle, que ce soit en matière criminelle. Vous allez voir derrière ces gars, il y a toujours un avocat pour défendre leurs droits et intérêts. Merci. Merci. Voilà, on a réservé la fin pour... il est là, tout nouveau, la première fois sur ce plateau. Arthur Sambeyenga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jean-Lin. Voilà, bienvenue. Vous êtes le régional PCRN pour le Sud. Pour le Sud, effectivement. Ça va bien le Sud? Le Sud va comme... C'est quel Sud? Bolova ou San Medima? Tout ça, c'est le Sud. Non, vous sortez d'où? Je sors de Bolova. Ah, ok. J'appartiens, n'est-ce pas, au département de l'Anvila, mais beaucoup plus proche du département du Dialogue. Du Dialogue. Donc, voilà. Je partage un peu les deux. Voilà. Le PCRN se porte bien là-bas? Le PCRN au Sud se porte comme la plupart des partis d'opposition au Cameroun. Ouais. C'est-à-dire que nous y allons avec les hauts et les bas. Nous nous efforçons à ce que la démocratie règne dans cette région qui a été pendant longtemps qualifiée comme étant la réserve voilà. d'un parti.
Voilà pourquoi je pose la question. Ça a été facile pour le PCRN pas du tout. Vous vous souvenez que de rentrer dans ce sud granitique, le socle granitique du RDPC. Oui. Vous vous souvenez qu'en 2020, ayant été fait délégué régional pour les activités de PCN au sud, seulement 2 mois après, lorsque j'entreprenais ma tournée de prise de contact dans les différents départements, une fois arrivé à Saint-Mélima pour tenir une réunion, j'ai été, comme on a dit tout à l'heure, kidnappé, arrêté arbitrairement par le sous-préfet de cet arrondissement qui m'a détenu pendant 2 jours dans les géos du commissariat central de Saint-Mélima pour avoir tenu une réunion de prise de contact dans un domicile privé. Il a fallu l'intervention de la haute hiérarchie de mon parti, appuyée par tous les avocats, pour qu'on me sorte de là. Voilà, donc la démocratie au sud doit régner, parce que nous sommes dans le métier parti qui a été décrété en 1990. Il n'est pas justifiable que partout ailleurs à Douala qu'on ait cette multitude de partis politiques qui sont même à la direction des municipalités au nord et partout ailleurs qu'au sud, qu'on pense que cela n'est pas possible. Donc le PCN se porte comme il peut se porter. Nous sommes représentés à peu près dans 15 arrondissements sur la trentaine que compte le sud. Nous sommes déjà couverts dans les 4 départements. Le travail continue et nous espérons mieux pour les jours à venir. Voilà. Donc j'ai dit merci pour l'invitation. Je dis bonsoir à mes frères et à mes aînés que je retrouve ce soir avec beaucoup de fierté. Tout en portant notre solidarité à l'acte qui a été posé hier et qui a été manifesté ici ou alors commenté ici par mes copanélistes, à savoir que lorsque nous sommes invités à les chaînes de télévision, c'est comme si nous étions au même moment piégés. C'est-à-dire que c'est comme si la parole... C'est l'impression que vous avez? Mais effectivement, c'est comme si nous, on était presque en train de retourner vers le phénomène de la censure, qui a été pourtant levé il y a quelques années de cela. Effectivement, on peut parler beaucoup plus loin parce qu'on ne connaissons pas encore les mobiles, voilà les raisons fondamentales de ce kidnapping. Mais nous disons quand même qu'on nous permette quand même de nous exprimer, parce qu'on ne va pas faire retour-pédalage sur la notion de liberté démocratique qui a été chèrement acquise par nos compatriotes ici au Cameroun dès les années 90. Voilà. Je vais noter ça. Ça fera l'objet d'une prochaine thématique. Merci. J'ai pigé un mot. Voilà, Charles Lisan, dites-moi. Bon, on a souvent... vous avez posé la question de manière simple. Hein, 17 ans après l'opération Épervier, quel regard, vous, Charles Lisan, cette opération? Quel regard? Objectif atteint, selon vous? D'abord, une petite parenthèse. Oui. Autant les avocats sont derrière les militaires quand ils sont au tribunal, autant les militaires sont aussi derrière les avocats pour nous défendre. Oui. Ils paient le lourd tribut. Les avocats. C'est manière de parler. Bon, nous tous, ils paient le lourd tribut d'un sacrifice terrible là-bas pour que nous soyons dans cette liberté de nous exprimer. Bon, c'était une parenthèse. Je voudrais juste dire ici que, c'est allant autour. Lorsque je regarde l'opération Épervier, je me dis en tant que citoyen, il faut encore l'accentuer. Voilà. Il faut encore appuyer. Il faut encore lui donner plus de force, plus de moyens et plus de mesures pour que la lutte continue contre ceux-là qui volent, qui pillent, qui dilapident et qui expropient l'argent du Cameroun. J'ai essayé de faire une petite étude de l'opération Épervier lancée en 2006 sur une FM jusqu'à nos jours. Par 3 fois, le Cameroun a raté le financement international de l'OMS de lutte contre la tuberculose, contre le sida et contre l'onchocercose. Pourquoi? Parce que les bailleurs de fonds au niveau sanitaire estimaient que le fichier financier du Cameroun n'était pas assez sain pour pouvoir donner de l'argent à un pays qui se retrouve une fois dans le peloton des pays les plus corrompus. Deuxième chose, le Cameroun a raté par 4 fois son admissibilité à l'initiative PPTE, toujours à cause de cette histoire de vol. Plusieurs fois, les enfants illustres, pas les illustres enfants, les enfants illustres de ce pays ont eu à rater des postes au niveau des organisations internationales mondiales parce que l'image que le Cameroun renvoyait était un pays de voleurs, de menteurs, tout ça. Et enfin, le Cameroun a raté le fait de mettre en place sa panoplie de projets sociaux qui pouvaient nous permettre de mieux vivre parce que les bailleurs de fonds ne suivaient pas par ce pays. Donc, lorsque le président Pobian lance en 2006 cette opération,
la première réaction qui arrive est celle de Nex Marquardt. Vous vous rappelez que 2 jours après, il est reçu par le président de la République et ambassadeur des États-Unis. Tout à fait à l'époque. Et il apporte tout le soutien des États-Unis envers le Cameroun, tout en disant même que même chez eux, ils vont alléger les procédures juridiques pour permettre au Cameroun de pouvoir mettre la main sur ceux qui ont mis le fonds là-bas. Il fallait une solidarité internationale à ce niveau. Première réaction positive. Deuxième réaction, le Cameroun accède à l'initiative PPTE. Donc, c'est un gain. Ensuite, le même bailleur de fonds estime que, au vu des sons de cloche qui viennent du pays, cette initiative pourrait être, plus ou moins, pour certaines personnes, le bâton qui permet au prince de régler des comptes. Alors, on lui demande de mettre en place une juridiction exceptionnelle qui permettra de faire la lumière de manière avec tout ce qui a composé de droit. C'est où on crée 6 ans plus tard le TCS. Aujourd'hui, le regard qu'il lance, c'est lui qui fait en sorte que, quand je vois l'agent parti, c'est-à-dire l'autre jour, les larmes aux yeux quand j'essaie de regarder, je suis du RDPC. Tous, bon, la malchance d'avoir, c'est que c'est nous qui sommes aux affaires. Donc, nous sommes les premiers à voler, il faut le dire. Donc, tous là sont mes camarades. Quand je regarde tout ce que chacun d'eux a pris, j'ai fait le calcul. Rien qu'entre 2006, l'enseignement... Il y a aussi des fautes de gestion. Hein. C'est la même chose. Ça fait qu'on perd de l'argent. C'est-à-dire, moi je regarde dans le sens du Camerounais lambda qui voit le nombre d'argent que le Cameroun a perdu, la quantité d'argent que le Cameroun a perdu dû aux fautes de gestion, dû au clientélisme, dû à la corruption, au détournement et tout. Nous sommes à 6 780 milliards de francs CFA. 6 780 milliards de francs CFA dans toute cette enveloppe. Budget du Cameroun. Pratiquement le budget du Cameroun. On n'a même jamais atteint 6 milliards. C'est très grave, c'est très grave. Et ça, c'est ce qui a été pris dans un temps, dans un temps bien précis. Et depuis le retour de cette opération, l'autre travail qui a été fait en amont, c'était d'évaluer. Et là, votre mission est très bonne parce qu'il faut maintenant évaluer l'opération EPV, qui n'est pas seulement cette histoire à tête, ces choses qui fait enfermer les gens, mais qui permet aussi à certains de revoir la manière avec laquelle on gère les affaires publiques. Il y a donc eu entre-temps une panoplie de mesures qui ont été mises en place avec OADA, la Chambre des comptes qui se remet en place et tout, pour que les gestionnaires de la fortune publique se mettent véritablement au tabac. Le TCS a fait ce qu'il avait à faire, il a pu rapatrier près de 421 milliards de ceux qui remboursaient le corps du délit et ceux qui estiment qu'il fallait rembourser. Mais là, il faut vraiment que la... Très loin. Il faudra, très loin. Le gap est encore très énorme. Mais là, il faudra que, parce que ce n'est pas ici qu'ils logent leur argent, ça se loge dans les paradis fiscaux. Il faudra donc que tous ces pays-là, qui, eux, dans leur fonctionnement interne, luttent contre la prévarication des biens là-bas, aident aussi les pays africains, notamment le Cameroun, à faire rapatrier les fonds qui sont là-bas. On ne peut pas seulement s'arrêter dans le rapatriement des objets d'art. Que les pays, oui, les pays européens ont passé le temps maintenant à rapatrier les objets d'art à Bana, à Ngolomendouka, mais qui nous rapatrient les fonds qui sont logés dans les banques là-bas, que les Camerounais sont allés déposer là-bas. Et là, ça permettra au Cameroun d'avoir une niche d'argent qui lui permettra d'impulser son développement. Donc, en ce qui me concerne en tant que citoyen, je voudrais dire au président de la République bravo et lui demander de tenir bon. Parce que ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas évident. Et que l'opération PV, il l'a dit lui-même, le 31 décembre 2022, dernier, ouais. Nous allons monter en puissance. Tous ceux qui se rendront coupables d'indélicatesse avec la fortune publique vont devoir rendre compte. Ça veut dire qu'on estime plus ou moins qu'il y a une autre opération PV qui arrive. Monsieur le Président, il faut aller... Bientôt 6 mois. Il faut... Est-ce que sur le temps de la justice, on a un grand avocat à côté de nous qui nous fait comprendre, qui nous fera comprendre que ces choses-là... Et puis, il y a aussi que ça aussi, il y a un effet induit. Lorsqu'on voit les acquittements qu'il y a, on peut aussi se dire que, mais, pourquoi avoir donc, au départ, accusé cela? On y arrive. Et ton décoteur, le grand pauvre Bocolo et consort. Donc, on peut se dire que, est-ce que parce qu'on veut à tout prix faire plaisir, est-ce que parce qu'il faut à tout prix assainir le microcosme national, on va prendre les gens de... Donc, à ce qui me concerne, mon regard est là, c'est une très bonne chose. Il faut juste l'accentuer, lui donner plus de mesures, plus de force, et que cela continue dans la lutte contre ceux qui détournent notre argent. Voilà. D'abord, vous, Pierre-Emmanuel Biam, opération Épervier. Vous restez sur le pan, épuration politique? Bon, je tiens d'abord à féliciter M. Zhang, qui a eu le courage de faire un diagnostic froid de la situation, quoique ayant indexé son propre parti politique qui gouverne le Cameroun. Ça, il faut que le Camerounais ait ce genre de courage. Tout comme je tiens à remercier
tous mes copanélistes qui sont communicants dans leurs différents partis politiques, formations politiques, d'avoir joint leur voix à celle du MRC pour dénoncer et condamner avec la dernière énergie l'enlèvement de Maître Kenya. Ça montre qu'il y a quand même des points sur lesquels dans ce pays on peut se mettre les partis politiques. Voilà, les partis politiques et même les Camerounais et tout bas peuvent se mettre ensemble et d'accord, avoir une plateforme consensuelle. L'opération Épervier, à la suite de ce que M. Zhang vient de dire, a porté quelques fruits. Je vais expliquer dans le sens dans lequel je dis quelques fruits. La première chose, c'est que le Cameroun était classé champion du monde de la corruption selon les institutions de la Banque mondiale et autres qui traquent ces résultats-là. À 2 reprises, on est sorti premier mondial en matière de corruption, pays le plus corrompu du monde. Avant de venir à l'émission, j'ai checké et constaté que dans le classement africain 2020, le Cameroun est classé 20e. Classé 20e, ça veut dire qu'il y a un effort qui a été fait quand même. Avec les éléments que M. Zhang vient de donner, la seule chose qu'il faut déplorer, c'est que sur plus de 6 000 milliards, 400 sont recouverts. La volonté est là, mais effectivement, il faut encore beaucoup faire. Mais je pense qu'avant de penser à tous ces efforts, il faut appliquer la loi. Nous avons adopté l'article 66 dans notre pays, qui voudrait que les agents publics et un certain nombre de personnes qui gèrent la fortune publique déclarent leurs biens. C'est quelque chose qui doit être fait. Il faut une loi d'application de cette loi-là, qui doit être signée par le président de la République. De même qu'il a la volonté de lancer cette opération, il faut faire appliquer notre loi. L'article 66 existe dans notre pays. Elle doit être appliquée. Parce que tant qu'elle n'est pas appliquée, ce flou va continuer à se manifester. Il y a eu un effet de dissuasion. Une dissuasion qui est d'abord interne au niveau de l'opinion publique nationale. Parce que quand vous remarquez aujourd'hui, vous constatez que le niveau de corruption qu'il y avait avant et qui se faisait sur la place publique diminue un peu. Je prends le cas par exemple de la corruption que nous constatons sur les axes routiers avec les gendarmes et les policiers. Il n'est plus facile aujourd'hui de voir un gendarme ou un policier demander de l'argent à un usager sur la voie publique. C'est vrai qu'ils ont d'autres manières qu'ils utilisent pour lui faire perdre le temps et puis lui demander ça un genre comme on dit au quartier. Donc il y a un effet de dissuasion. Même au niveau de l'opinion publique internationale, il y a l'effet de dissuasion. C'est ça qui fait que certains bailleurs de fonds peuvent continuer à octroyer certains crédits aux Camerounais. Mais ce qu'il faut également dire, c'est que le classement de top 20 n'est pas bon. Le Cameroun doit sortir de là. Parce que comme j'en venais d'expliquer tout à l'heure, ça nous coûte en termes d'investissement que pourrait bénéficier le Cameroun. C'est pour cela qu'on n'occupe pas une très bonne position dans le classement de Doing Business. Doing Business, on n'occupe pas une bonne position parce que tant que le Cameroun n'est pas encore sorti de du classement des pays les plus corrompus, de ce top 20-là, il sera difficile que le Cameroun soit une destination attractive en matière d'investissement. Donc, un autre côté que je vais évoquer ici maintenant, c'est que le président Paul Biya a invité tous les Camerounais de bonne volonté à se joindre à cette lutte contre la corruption. Voilà. Mais sauf que nous avons vu des compatriotes comme Martinez Zogopé à son âme, qui s'est engagé dans cette voie et qui a été froidement assassiné, qui a perdu la vie. Quels sont les moyens que l'État du Cameroun met en place pour protéger ceux qui dans l'opinion publique ont les indices et les preuves et le courage de dénoncer les prévaricateurs de la fortune publique? Ça, c'est une problématique qu'il faut poser sur la table. Parce qu'il est beau de dire que nous devons tous mutualiser les forces pour dénoncer ceux qui volent et puis la fortune publique. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les mécanismes qu'on met en place pour protéger leur vie et celle de leur famille de tout ce qui pourrait leur advenir à la suite de cette dénonciation-là?
Donc, c'est des questions sur lesquelles l'État du Cameroun doit se prononcer. Un autre pan que je vais évoquer ici, c'est la corruption au niveau élémentaire. C'est-à-dire que les Camerounais continuent à être victimes de la corruption au quotidien sans pouvoir avoir le courage de dénoncer ça. Donc, ça continue à être inscrit dans la mémoire collective comme une réalité. Et la dernière chose que je vais évoquer, c'est que quand on regarde grosso modo le résultat escompté, on ne peut pas quand même dire que le Cameroun est sorti de l'ornière. Pourquoi? Parce que les scandales continuent de giser, et pas des plus petits. Scandale sur les fonds, détournement des fonds de la CAN, scandale sur les détournements de fonds de Covid, scandale sur les détournements des fonds des chantiers structurants tels que Lompanga, Menvele et autres. Et ce sont de grands scandales, vous comprenez? Et cela ne peut pas rassurer l'opinion publique nationale, les Camerounais, de ce que véritablement nous sommes en train d'avancer. Quoi qu'il y ait des avancées significatives, mais elles ne sont pas très visibles, eu égard aux résultats qui n'est pas également très sensible. Okay. Donc voilà à peu près ce qu'il faut faire pour continuer à lutter et espérer qu'on va sortir de cette histoire-là. Voilà, d'abord Arthur, lutte anticorruption, une bonne idée, hein, applaudie des deux mains par beaucoup de Camerounais en 2006. 17 ans après, pour vous, est-ce que, comme dit Charles Elisan, il reste beaucoup à faire? Est-ce que vous êtes satisfait? Disons peut-être, on ne peut pas dire à mi-parcours, mais 17 ans quand même. Lorsque vous regardez ce qui a été fait jusque-là, vous êtes satisfait? Bon, disons que... Est-ce que l'essentiel, c'était le plus important, c'était de prendre des gens, les jeter en prison? Non. Lorsqu'on voit 6400 seulement. Je crois que... Ça fait même pas 1000, hein? Oui, ça fait... l'opération Épervier est une opération qu'on peut apprécier avec une certaine complexité. C'est-à-dire qu'il y a comme une dichotomie, n'est-ce pas, entre la volonté affichée ou observée de l'État ou alors du chef de l'État et la pratique réelle sur le phénomène de lutte contre la corruption au Cameroun. Alors, et sur ce point, il faut déjà relever que la corruption ou alors la lutte contre l'opération Épervier n'est pas le premier acte mené par l'État pour lutter contre la prévarication des biens publics ou alors la prévarication des deniers publics. Parce qu'avant 2006, on a quand même eu des cas probants et parlants. C'est-à-dire que dans le cadre de la lutte contre la corruption, en 1987, si vous vous souvenez très bien, il y a eu 3 grandes arrestations. En 1987, l'arrestation de Monchi Poussedou, celle de Pierre-Désiré Ngo, 97, et l'arrestation de Titus Edouard. Alors, lorsqu'on a perçu ces 3 arrestations, on avait cru que le temps était donné pour qu'après une longue période de laxisme, c'est-à-dire qui est parti des années 1986, et qui a eu la raison fondamentale qui était, n'est-ce pas, la chute de la vie au plan simple, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée des problèmes d'ajustement structurel, avec donc l'arrivée de la corruption à grande échelle et ces conditions économiques qui ont ramené le pays, ou alors le gouvernement a fermé les yeux sur certains actes que mon confrère a appelé, n'est-ce pas, dans le cadre de ce qu'il a appelé, comment il a appelé ça, ce qu'il a appelé notamment la lutte contre la grande corruption. Il faut relever que à partir de 1997, le problème se posait déjà sur l'appréciation de la lutte contre la corruption au Cameroun. Parce qu'on avait comme 2 images projetées au sein de l'opinion. C'est-à-dire qu'on avait un discours officiel qui mettait n'est-ce pas, au dos au mur les responsables de ces détournements, notamment ces 3 personnes que j'ai évoquées, mais également le problème qui était l'idée qui circule dans l'opinion, à savoir un phénomène de règlement de comptes politiques. Parce que vous vous souvenez que pour une autorité comme Titus Edouard, peu de personnes ont perçu son arrestation comme étant une simple volonté de lutte contre la corruption, de contre les détournements. Parce que tout de suite, la même année, quand est-ce qu'il avait été arrêté, Titus Edouard? Il avait été arrêté suite à la déclaration de sa candidature comme président de la République aux élections de 1997. Alors remonté en 2006,
Au lendemain de l'organisation du sommet de l'OU. Effectivement. Ouais, donc, remonté donc en 2006, nous avons vu au début des années 2000, d'abord, tout l'arsenal juridique qui a été déployé sur le terrain par le président de la République, c'est-à-dire au plan institutionnel, pour combattre le phénomène de la corruption. C'est-à-dire que toutes les institutions qui ont été créées, notamment la CONAC, notamment la Chambre des comptes, on peut parler de plus récemment le TCS qui est arrivé, la NIF et bien d'autres. Donc toutes ces institutions qui ont été donc mises sur pied pour combattre le phénomène de la corruption, parce qu'il faut lier cette problématique, c'est-à-dire la lutte contre la corruption et l'opération épervier. Donc l'arsenal institutionnel qui a été mis en place pour combattre le phénomène de la corruption ne ressemble pas à la réalité des faits que nous observons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à partir de 2006, on a vécu des phénomènes spectaculaires d'interpellation et d'arrestation des hautes personnalités de l'État. Peut-être c'était pour décourager les gens. Donc, l'approche était méthodologique, c'est-à-dire pédagogique, pour sensibiliser ou alors pour donner le temps. Mais vous-même, vous avez dit à la présentation que c'était peut-être également pour satisfaire certains besoins des institutions internationales qui demandaient à avoir la tête de certaines personnes. Et à ce niveau, donc, le problème se pose au niveau de la complexité, ou de la contradiction qu'il y a entre la réelle volonté manifeste démontrée par l'État avec la question des institutions et la réalité sur le terrain. Lorsqu'on a donc arrêté toutes ces hautes personnalités-là, on a commencé par, je crois, Gilles Roger Belinga, ça n'est suivi Emmanuel Ondondon, puis le Marafa Amidou avec l'affaire Albatros. Alors, toutes ces personnes qui ont été arrêtées entre 2006 et 2010, est-ce que le fait de leur arrestation a impacté sur la réalité des faits dans les administrations? Est-ce que ça a interrompu, est-ce que ça a stoppé la pratique de la corruption dans l'administration? Je crois que la réponse, tout le monde peut la trouver. Au contraire, au même moment où on a arrêté certains, d'autres continuaient dans les mêmes pratiques et peut-être encore avec beaucoup plus d'acuité. Et ça pose donc la question de savoir est-ce qu'il y avait une réelle volonté de combattre le phénomène de la corruption. Et là, je vais rentrer en contradiction avec Pierre-Emmanuel, là où il a dit que, bon, c'est vrai qu'il s'est appuyé sur le classement, mais ce classement ne me semble pas objectif. Parce que quand vous vivez la réalité du terrain aujourd'hui au Cameroun, mais ils sont rares, les fonctionnaires que vous avez trouvés dans l'administration avec une certaine probité morale, avec une probité morale établie. Ils sont très rares. Prenez n'importe quel axe. Prenons l'axe Douala-Yaoundé. Regardez le nombre de péages ou alors le nombre de contrôles police qu'il y a en route. Prenez l'axe de Konsamba. Prenez n'importe quel axe. Mais il n'y a pas un axe sur lequel vous n'allez pas trouver des gendarmes postés au bord de la route et qui font une caisse ouverte où les camionneurs paient de l'argent l'un après l'autre. Et ils payent pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont pas en règle. Non, mais parce qu'un poste, c'est synonyme de... L'administration a le rôle donc de sensibiliser des gens pour se conformer aux règles de l'État. Oui. Mais on peut avoir des situations d'urgence qui peuvent nous amener à prendre la route étant en délicatesse. Mais il y a une manière de le faire. Alors regardez, dans ce phénomène, on a donc l'impression que depuis 2006, il y a comme une volonté de combattre le phénomène de la corruption. Mais au même moment, l'opinion pense que ce phénomène de lutte contre la prévarication, qui a été pourtant propulsé en 2006 avec pour précision la probité dans la gestion des affaires publiques et, n'est-ce pas, une certaine propriété dans les finances publiques, n'a pas porté ses fruits. N'a pas porté ses fruits. Pourquoi? Parce que, concrètement, quand on regarde les procédures, il y a deux niveaux, il y a des points qui se posent. C'est-à-dire que là, quand vous êtes fonctionnaire au Cameroun, vous avez tout un gouvernement, vous avez des personnes qui ont le même rythme de vie. Vous avez des personnes qui sont peut-être soupçonnées dans des cas d'indélicatesse avec les finances publiques, mais on ne sait pas ce qui dirige souvent, ce qui oriente souvent le choix dans la poursuite d'un X par rapport à un Y. Voilà. Et ça pose un problème. L'un des problèmes que nous avons par rapport à ce phénomène contre la corruption. Ok, voilà. Maître Achille Ledjo, vous également, un tableau, une idée de quel commentaire vous faites après tout ce qui s'est passé depuis 2006, depuis la mise sur pied du lancement de cette opération, 17 ans déjà. Comme je l'ai dit, il y a eu des condamnations, j'ai dit entre 15 et la perpétuité. Mais de l'autre côté, est-ce que lorsqu'on a 400 milliards seulement qui reviennent sur 6 000,
Est-ce qu'on peut se dire au bout de 17 ans, est-ce Ben, que c'est une réussite? C'est un échec pour vous? Serge Alain, le résultat que présente aujourd'hui le tribunal criminel spécial est en réalité pour moi un menu très frétin. On ne pourrait nullement s'en appuyer pour dresser un bilan élogieux à l'égard de cette juridiction qui, ma foi, a sa création était porteur de beaucoup d'espoir en ce qui concerne les finances ou alors la gestion des finances publiques. Avant de dérouler mon propos, il faut déjà dire pour la gouverne de ceux qui nous écoutent que le phénomène de détournement des deniers publics est un phénomène, permettez le pléonasme, qui a été dénoncé pour la première fois par ma formation politique, le SDF, et c'est cette dénonciation qui amènera, n'est-ce pas, au limogeage sans explication du ministre Munchipou et du directeur Désiré Ngo, et justement le tribunal de grande instance du Fundi, en donnant 20 ans de prison pour Munchipou Seydou, pensait faire un cas d'école. Sauf que, à la lumière de tout ce qui a suivi, on s'est rendu compte que les gestionnaires de l'enveloppe publique n'entendent pas ça de cette oreille. Vous allez vous rendre compte que le tribunal criminel spécial TCS est créé en 2011. En 2012, en juillet 2012, il y a une loi qui vient modifier le texte de 2011 en élargissant la restitution du corps du délit au détournement et aux infractions connexes. Le TCS en réalité lance ou alors est opérationnel en octobre 2012. D'octobre 2012 à nos jours, il faut dire que cette institution a connu un certain nombre de dossiers qui devraient en réalité permettre un retour dans les caisses de l'État des sommes dilapidées. Mais, en fin de compte, on se rend compte que cette institution est inefficace. En l'espèce, pourquoi? Pas parce qu'il faut davantage muscler, comme semblait le dire M. Elisan, mais parce que l'institution en elle-même est politisée. C'est ça le problème. L'institution est grippée, l'institution essaie de se battre pour un rendu honorable, mais sauf que elle est politisée. Je vous avais dit, moi j'avais commis un article là-dessus, la restitution du corps du délit est une bêtise, entre guillemets. Est une bêtise. C'est ce que certains doctrinaires ont appelé le monnayage de la justice camerounaise. Et moi, je l'ai titré le qui paye sort. C'est ça. C'est-à-dire la justice camerounaise est devenue monnayée lorsque on vous prend et qu'on vous dise, on vous reproche d'avoir détourné tel nombre de milliards, puisque l'unité du milliard, je veux dire l'unité du vol dans le régime du RDPC, c'est le milliard. Rarement vous allez comprendre qu'on poursuit un directeur de société, un ministre pour des millions. C'est des milliards. Alors, laissez-moi 260 millions. On va arriver. Alors, maintenant, pour ce qui concerne, je disais, il essaie de me perdre les idées. Non. Alors, je disais, vous allez vous rendre compte, non, j'en arrive. Le remboursement du corps du délit, vous justement, que c'était... le remboursement, la restitution du corps du délit, c'est une bêtise et j'expliquais en quoi. Maintenant, vous avez détourné un certain nombre de milliards. On vous dit tout simplement, après avoir passé la phase de l'instruction, après avoir passé quelques jours dans une maison d'arrêt, on vous dit, ok, de par vos relationnels, on ne sait pas trop,
de par votre carnet d'adresse, on ne sait pas trop. Monsieur, si vous remboursez, vous sortez. C'est aussi automatique. Il n'y a pas le garde des Sceaux qui intervient quelque part là? Laissez que je vous explique. Je parle de façon terre à terre Plateau. pour que les Camerounais comprennent. Parce que s'il faut rentrer dans le procédé processuel, je vais vous dire que c'est le requérant, c'est l'accusé qui doit écrire. Et bien sûr, si jamais le ministre de la Justice marque son accord, après approbation bien sûr de la présidence, le procureur de la République, n'est-ce pas, je veux dire, le procureur général, essaye tout simplement de suivre les instructions du ministre en requérant pour l'arrêt des poursuites. Et comme c'est généralement le cas pour tous ceux qui sont passés par ce couloir, le tribunal saisi devrait également prononcer cet arrêt de poursuite parce que la procédure, je veux dire la restitution du corps du délit a été actée. Quand nous disons que cette institution est politisée, parce qu'au départ, c'était conçu pour être une véritable chasse aux prévaricateurs de la fortune publique. Mais on s'est rendu compte maintenant que c'est un objet, c'est un monstre gardé pour le pouvoir en place. Lorsqu'on sent que vous êtes un peu ennuyé, vous êtes embêtant pour le fauteuil d'un Nkunkuma, alors il est possible qu'on oriente une enquête à tête chercheuse contre vous. Pourquoi ces enquêtes orientées ne débouchent pas sur des non-lieux? Justement parce que aucun ministre dans la République du Cameroun ne peut se taper la poitrine, même si vous êtes ministre délégué, même si vous êtes secrétaire d'État. J'ai dit au Cameroun, aucun ministre, aucun membre du gouvernement, à quelque niveau que ce soit, ne peut se bomber le torse devant le président de la République qu'il est blanc comme neige. Ce sont des gens qui ont mis la main dans la fortune publique, et lorsque les faits limiers, n'est-ce pas, des enquêteurs. Vous êtes péremptoire là? Oui, je le dis, donnez-moi un seul cas, parce que si je prends le rapport de la CONAP. Oui, mais ce n'est pas tous les ministres, c'est pas tous les ministres qui sont épinglés dans ce rapport. Je dis, tous ceux qui sont au gouvernement ne peuvent pas se bomber le torse de dire qu'ils n'ont pas mis la main dans l'enveloppe publique. Le fait d'être acquitté ne voudrait pas dire que vous n'avez pas mis la main dans l'assiette publique. Vous vous rendez compte des décisions où on vous dit acquittement au bénéfice du doute. C'est curieux, tout simplement. C'est vrai, le doute bénéficie à l'accusé. Mais des affaires aussi sérieuses, donc qui nécessitent des investigations pointues, avec des gens d'une dextérité avérée, on vous dit à la fin, après des années passées en incarcération, après une phase très appuyée de l'information judiciaire, après une phase très appuyée de l'enquête préliminaire, on vous dit, en fin de compte, qu'il y a doute. C'est tout simplement le lieu pour nous de dire que aujourd'hui, le TCS, entendez, Tribunal criminel spécial, si vous lisez le texte qui l'organise, c'est un très beau texte, hormis le volet sur la restitution du corps du délit, c'est un très beau texte qui fait de cette institution un véritable poison pour les prévaricateurs de la fortune publique, sauf que lorsque vous regardez comment les affaires sont instruites au sein de cette institution, vous concluez tout simplement que lorsque le politique au Cameroun met la main sur quelque chose, il n'y a rien de bon. Ok. Voilà, d'abord Charles Elisan, on va citer quelques anciens qui ont été victimes de cette opération. Amanadama en 2013 sort justement de prison pour avoir restitué le corps du délit. Et plus près de nous, on a le cas Basila
la suite on la connaît. Est-ce que pour les autres, on a comme l'impression que, est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas véritablement restituer, qui se placent dans cette situation? On a donné 50 ans, j'ai quelques peines là, Jean-Marie Tangana Mebera 60 ans, Roger Tongo Nguene 50 ans, Roger Belinga 35 ans. Voilà, perpétuité pour Siam Siewe, Fondjindam, Yves-Michel Foto, 2 fois, c'est énorme quand même. Et puis tous ces éperviers, est-ce que tout le monde, vous sentez qu'il y en a qui ont véritablement envie de restituer pour se retrouver libre après? C'est Jalot, permettez-moi de dire à mon frère Arthur que ce qui déclenche les opérations au niveau du TCS, c'est pas toujours la volonté politique. Justement, l'un des gains, s'il m'avait suivi au départ du lancement de l'opération EPV, c'est qu'au niveau des mécanismes de gestion de la fortune publique, plusieurs batteries ont été mises en place pour essayer plus ou moins de réduire la surface permettant à ceux qui gèrent de pouvoir voler. Je vous prends un exemple. Il est instruit, quand on adhère au ADA, il est imposé à toutes les entreprises parapubliques et publiques d'avoir une structure d'audit et de contrôle interne. Première barrière au sein de l'entreprise. On va aller plus loin. Toutes les entreprises et institutions ont ce qu'on appelle les cellules de lutte contre la corruption, qui sont les organes indépendants. Mais au-dessus, vous avez même le CONSUPÉ. Deuxième barrière. Et enfin, rien n'empêche la Chambre des comptes de faire des investigations dans votre entreprise. Donc, quand on a ces 3 barrières, ça pousse quand même le gestionnaire, même s'il a un voleur, à être talentueux dans le vol. Autant le voleur doit être talentueux dans le vol, autant celui qui va l'attraper doit aussi être talentueux dans la recherche d'attraper le voleur. Donc, on ne peut pas être aussi péremptoire en disant que les gens ont continué à voler. Oui, le bandit, quand il vient chez vous, voit que vous avez mis les caméras, ça arrange à éviter les caméras pour entrer chez vous. Vous aussi, arrangez pour avoir un gardien qui puisse aussi l'attraper, même s'il est intelligent. Donc, autant ceux qui volent se métamorphosent et s'adaptent étant intelligents, autant ceux qui doivent les contrôler doivent aussi se mettre à la place. C'est pour ça que la NIF, qui est l'Agence nationale d'investissement financier, existe, parce qu'elle a une autre, cette agence a une autre manière de procéder. C'est pour ça qu'il faut donc tout cela doit être. Et moi je dis, la réponse est qu'il faut plutôt accentuer, leur donner plus de force pour frapper. Mais maintenant, de l'autre côté, quand on parle de politiser le TCS, mais est-ce que je veux souhaiter que Maître nous dise que n'importe quel citoyen peut saisir le TCS? N'importe qui. Pour autant que j'estime que, c'est pas moi, mon maire, par exemple, je peux dire mon maire, je peux te dire, oui, il sera convoqué, il va aller se faire entendre. Donc, arrêtons, moi je dis, il y a des sujets qui nous regroupent tous. Il y a des sujets où nous devons aller au-dessus. Moi qui suis du RDPC, je reconnais que tous ces gens-là sont mes camarades. Et oui, parce que nous sommes au pouvoir. Qu'est-ce qui me fait comprendre que si le va arriver au pouvoir, il n'y aura pas le vol? Donc la question va finir, il n'y aura plus jamais le vol. Non, rien. Il n'est pas sûr de me le dire. Même si tout le monde n'est pas neige, lui. Qu'est-ce que tu en sais? Voilà. Laissez d'abord le SDF prendre le pouvoir et vous allez voir la bonne gouvernance. Le piège a fonctionné. On a laissé le SDF prendre le pouvoir à la mi-de la deuxième. Le résultat, le maire allait en prison. Donc, je savais que tu as dit ça. J'étais piégé. Donc, pour vous dire que, regardez d'abord ce qu'on fait dans les mairies, où vous allez en prison avant de venir prendre le pays. Donc, pour répondre à votre question, c'est dans l'autre. Je voulais dire. Vous connaissez, s'il faut aller dans ce sens, vous connaissez combien de maires RDPC sont en prison? La faute commune qui le doit, finalement. Donc, pour dire. Donc, Achille, c'est pour dire que. Non, il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. C'est pour dire que s'il faut lutter contre la corruption, faisons-le tous. Je n'ai pas à dire qu'au MSC, tout le monde est corrompu alors qu'elle est corrompue dans le RDPC. Non. J'ai à dire que lorsque le MSC sera au pouvoir, je souhaite que tout soit neige et qu'il nous gère le pays comme il se doit. Je n'ai pas à dire que je veux aucun ministre ne peut être blanc comme neige. Non, non, vraiment, avançons. C'est pour répondre à votre question. J'ai essayé de lire les différentes... Quand quelqu'un prend 32 millions de dollars, donc quand quelqu'un vole 32 millions de dollars, parce que c'est ce que j'ai dit, Achille. C'est ce que j'ai dit, Achille. Quand quelqu'un prend 32 millions de dollars, quand l'autre prend 28 millions de dollars destinés... Charles, restez sur vos chiffres, hein. On va continuer après le journal. Hein. Vous allez nous rappeler... Vous avez dit, c'est vos camarades, c'est ça? Mais c'est le GDPC. Est-ce qu'il y a honte à le dire? Si on veut nettoyer le puits, il faut avoir le courage d'appuyer pour que ça sorte. Voilà. Nous sommes nos partis. Madame, monsieur, dans un instant... Il n'y a pas de problème. Merci. Dans un instant, dans le 20h, avec Julien Berthe-Bissaï
Tout de suite après qu'il en soit deuxième partie, ce sera le temps du débrief.